Une fois cette précision donnée, on va donc entrer un petit peu dans le détail de cette triade. Et quand on regarde la façon dont dont le premier élément de la triade est défini, la première chose qui est pointée, c'est les difficultés de contact oculaire. Alors, donc ce premier élément, c'est sans doute le plus important. Et il renvoie à la communication non verbale. Alors c'est vrai que j'ai l'habitude de m'arrêter un petit peu sur cet aspect parce que, au fond, l'autisme donne aussi un petit peu l'occasion là, de réfléchir à la communication non verbale et à l'importance de la communication non verbale. Et ça, voilà, que je sache, y compris dans les formations et même dans les formations d'enseignants, on ne parle pas beaucoup de cet aspect de la communication qui est extrêmement important. Alors, quelles sont ces difficultés-là des personnes avec autisme et vous allez voir que c'est difficile, au fond, pour nous, qui sommes donc doués de ces capacités de communication, de comprendre des personnes qui peuvent avoir des difficultés dans ce domaine, particulièrement pour ce qui est de la communication non verbale. Parce que la communication non verbale, pour nous, n'a jamais fait l'objet d'un apprentissage. C'est-à-dire qu'effectivement, voilà, un enfant vient au monde et s'il n'a pas d'autisme, eh bien, il a les capacités d'emblée d'entrer dans la communication non verbale. Et vous voyez que cette communication non verbale, elle passe par le contact oculaire. Et c'est vrai que quand je parle, donc là c'est la communication verbale, eh bien j'ai l'habitude, et c'est un automatisme chez moi, j'ai besoin de rencontrer un regard. C'est un automatisme, voilà. Je n'y fais même pas attention, mais le contact oculaire, c'est quelque chose de très important. Et quand on est capable là justement de développer ce contact oculaire, eh bien, on est dans l'interaction sociale en effet, hein, même si en même temps on est dans la communication verbale, en regardant l'autre finalement, eh bien, on réagit aussi à son regard. Dans son regard, il y a ces états d'âme ou ces émotions, ces états d'être, et c'est très très important dans l'interaction sociale. Donc c'est ce qui va nous permettre justement de nous adapter à l'autre. Et ça, on le fait sans bien nous en rendre compte. Donc effectivement, ce problème de contact oculaire chez les personnes avec autisme, c'est un réel problème. Et en fait, ça ne se limite pas au contact oculaire, mais avec le contact oculaire, ce qu'on regarde aussi, c'est ce qu'on appelle, ça figure dans le premier élément de la triade, les mimiques faciales. Et on est capable, et personne ne nous l'a appris, d'interpréter en effet les mimiques faciales, mais aussi les postures, les gestes de la personne, tout fait sens. Hein, et en décodant ces indices de la communication non verbale, eh bien on peut deviner un petit peu, non pas les pensées de l'autre, là on serait dans le paranormal, mais on peut deviner ses états mentaux, ses états émotionnels, voir si la personne est bien disposée, si elle est attentive, si elle est intéressée par ce qu'on dit, etc. Sachant qu'on peut faire des erreurs, c'est très complexe, la communication non verbale. Mais on a cette capacité de décoder les indices de la communication non verbale. Donc effectivement, c'est un aspect très très important. Et du coup, on a beaucoup de mal, puisque, oui, je fais une petite parenthèse aussi, l'objectif là, que je me donne quand je présente le fonctionnement autistique, c'est que des personnes non autistes fassent cet effort de se mettre à la place de la personne avec autisme. C'est-à-dire que tant qu'on ne fait pas cet effort, on ne comprend pas vraiment. Sachant que dans l'absolu, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment se mettre à sa place, on n'est pas autiste. Mais on peut faire l'effort de. Ce qui signifie, si on le fait, qu'on accepte de se mettre soi-même entre parenthèses. C'est ça le plus difficile. Donc, effectivement, en m'écoutant, je vous demande de faire cet effort, dans ce que j'explique, de vous mettre à la place de la personne avec autisme. C'est très important de faire cette démarche. D'ailleurs, ça porte un nom en psychologie, ça s'appelle l'empathie. Celui qui a cette capacité de se mettre à la place de l'autre, c'est celui qui est doué d'empathie, sachant que l'empathie n'est pas une qualité naturelle.
Effectivement, il y a des personnes qui sont plus empathiques que d'autres, mais effectivement, quand on a des problèmes personnels, quand on est fatigué, etc., il y a des moments où on a très peu d'empathie. Il y a des moments où on en a un peu plus. Mais il est important de parler de cette compétence et d'essayer d'en avoir conscience et de la développer. C'est-à-dire délibérément de faire ce que je vous demande de faire, c'est-à-dire de faire cet effort, de se mettre soi-même entre parenthèses et d'essayer de comprendre ces personnes qui ont un fonctionnement différent d'une autre, essayer de se mettre à leur place. Alors, pour comprendre les problèmes de communication non verbale, c'est très difficile pour un neurotypique, parce que justement, la communication non verbale, on n'en a pas bien conscience. C'est-à-dire que nous, on est plus dans la communication verbale et dans les émotions que dans la communication non verbale. Et pourtant, c'est décisif dans la relation. Bien souvent, un message verbal, il passe ou il ne passe pas selon la qualité de la communication non verbale. Et c'est vrai que quand je suis dans une situation de formation, je dis souvent au public avec lequel je me trouve qu'on est dans une situation de communication, que je parle, donc je suis dans la communication verbale, expressive. Le public qui m'écoute est dans la communication verbale réceptive, mais on est aussi dans la communication non verbale. Je parle, je rencontre des regards, et c'est vrai que si on analysait la situation, eh bien on s'apercevrait que j'ai tendance à regarder plus certains visages que d'autres. Pourquoi ? Je pose souvent cette question, ce qui fait rire le public, parce que, voilà, effectivement, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on va avoir tendance à regarder plus un visage expressif, un visage qui, effectivement, marque un intérêt, une attention, etc. Qu'un visage soit inexpressif, soit rébarbatif. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes, par exemple, alors souvent je donne cet exemple pour faire comprendre la complexité de la communication non verbale. Une personne, par exemple, qui fronce les sourcils, voilà une mimique faciale, eh bien, comment vais-je interpréter son comportement ? Bien sûr, je vais avoir tendance à l'interpréter en me référant à moi-même et à la situation dans laquelle je me trouve. Et là, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs hypothèses possibles. Ou bien cette personne ne comprend pas ce que je suis en train de dire, ou bien elle n'est pas d'accord. Voilà, il y a au moins ces deux possibilités. Il y en a une troisième, peut-être est-elle en train de penser à toute autre chose que ce que je suis en train de dire, mais moi je vais interpréter son comportement par rapport à la situation dans laquelle on se trouve. Moyennant quoi je vais faire une erreur d'interprétation. Ça, c'est pour donner un exemple de la complexité de la communication non verbale. Voilà, sachant qu'effectivement les personnes avec autisme ont des problèmes dans ce domaine et qu'on va faire des efforts d'ailleurs pour initier les enfants à la compréhension de ces codes sociaux, de tous ces indices de communication non verbale, mais on est obligé de simplifier. Bon, on va lui apprendre que quand, effectivement, on va lui montrer un visage qui sourit, on va lui dire, voilà, la personne est contente, sauf que, voilà, nous, on sait bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il y a toutes sortes de façons de sourire et que quand on sourit, il n'y a pas forcément derrière une satisfaction ou une approbation. Donc, c'est vraiment un domaine extrêmement, extrêmement complexe. Et au fond, si on se met à la place d'une personne avec autisme, qui a des difficultés dans ce domaine, donc il y a du mal à décoder tout ça. Et si on se pose la question de savoir comment elle nous perçoit, je pose souvent cette question en formation, et voilà, j'obtiens ou pas des réponses. Mais c'est vrai que si vraiment on fait cet effort de se mettre à sa place, je pense que l'adjectif qui va venir à l'esprit de la personne avec autisme, c'est bizarre. Parce que ces personnes ont dit qu'elles sont bizarres, puisqu'elles ne respectent pas nos codes. Mais il faut comprendre aussi que, compte tenu de leur situation et de leur fonctionnement, et de leur difficulté à décoder tous ces indices, eh bien, elles nous voient, je fais exprès d'utiliser des termes un petit peu péjoratifs, elles nous voient faire des grimaces, elles nous voient gesticuler,
Et voilà, et comme elles ne peuvent pas toujours donner un sens à ce qu'elles voient, eh bien, effectivement, nous devons leur apparaître extrêmement bizarres. Ça, il faut l'avoir à l'esprit. Et c'est vrai qu'on a des exemples comme ça d'enfants avec autisme qui, voyant par exemple l'un de leurs camarades se mettre à pleurer, eh bien, comme ils ne comprennent pas ce qu'il y a derrière cette expression, eh bien, ils peuvent très bien être intrigués parce qu'ils voient les larmes couler, ou alors se mettre à rire parce qu'effectivement, si on voit des larmes couler et qu'on ne comprend pas que derrière il y a une émotion négative, enfin du chagrin, de la peine, etc., eh bien, voilà, on va avoir une réaction tout à fait inappropriée. Et si on ne sait pas que l'enfant est autiste, on va dire effectivement, bah, ce petit garçon, il est méchant, son camarade, il pleure et il se moque de lui, etc., alors que, voilà, c'est pas ça du tout. C'est qu'il ne comprend pas la situation et il ne peut pas décoder justement ces mimiques faciales. Alors on parle de problèmes avec la théorie de l'esprit. C'est pas une façon très claire là d'exprimer les choses, mais avoir une théorie de l'esprit, c'est avoir conscience de ses propres états mentaux et être capable de les prêter à l'autre. C'est-à-dire ce dont nous sommes capables, voilà, en principe, si nous ne sommes pas autistes. Et on dit que les personnes avec l'autisme ont des problèmes avec la théorie de l'esprit, c'est-à-dire qu'elles ont du mal. Alors, il ne faut pas en conclure qu'elles n'ont pas d'émotions. Elles ont des émotions, parfois très fortes, bien évidemment, c'est des êtres humains. Mais elles ne sont pas forcément capables de les reconnaître, de les nommer, et encore moins capables de prêter ces émotions à l'autre, de percevoir ces émotions et de les nommer quand elles rencontrent les autres. Et enfin, ont des difficultés à partager leurs intérêts avec autrui. Ça s'appelle l'attention conjointe en psychologie. Et ça, c'est considéré comme un signe précoce d'autisme. Et c'est un comportement, en effet, qu'on ne voit pas apparaître chez le jeune enfant avec autisme, qui consiste à montrer du doigt quelque chose qui m'intéresse, pour attirer l'attention de quelqu'un qui est à côté de moi. Ça, c'est ce qu'on appelle l'attention conjointe. C'est ce que font voilà, beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'autisme. Et effectivement, on ne voit pas apparaître ce comportement chez le jeune enfant avec autisme, parce que justement, l'enfant qui a ce comportement-là, qui d'ailleurs est très, très petit, ne sait pas encore parler, n'a pas encore la communication verbale, eh bien, il est déjà capable de comprendre que quelque chose m'intéresse. Donc je fais l'hypothèse que ce quelque chose qui m'intéresse peut aussi intéresser la personne qui est à côté de moi. Donc du coup, j'essaie d'attirer son attention en montrant du doigt quelque chose qui m'intéresse, avec cette idée que si ça m'intéresse, ça peut aussi l'intéresser. Et donc je veux partager mon intérêt avec la personne qui est à côté de moi. Donc ça, c'est effectivement le comportement de la personne non autiste.